Le silence dans la grande salle des ventes était plus lourd que le marbre des colonnes qui la soutenaient. Un silence dense, tissé de murmures étouffés et de regards furtifs. Geneviève Delacroix se tenait droite, une statue de porcelaine au bord de la rupture, son dos rigide contredisant le tremblement imperceptible de ses mains gantées. L'air sentait le bois ciré, la poussière des siècles et la défaite. Chaque coup de marteau du commissaire-priseur résonnait comme un clou scellant le cercueil de son héritage, le domaine de la Croix, cette terre de Camargue qui avait vu naître et mourir des générations de sa famille. Elle sentait le poids de tous les yeux sur elle, certains emplis de pitié, d'autres d'une curiosité malsaine. Elle fixait un point invisible au-dessus de la foule, s'efforçant de conserver une dignité qui s'effritait à chaque nouvelle enchère, à chaque parcelle de son âme vendue au plus offrant. La chaleur de l'été provençal semblait s'être retirée, la laissant dans un froid glacial qui n'appartenait qu'à elle. Les chiffres grimpaient, absurdes, vertigineux, s'envolant bien au-delà de la valeur réelle de la propriété. Une guerre se jouait, mais l'un des belligérants restait invisible, représenté par un avocat au visage impassible, dont la main se levait avec une régularité mécanique et implacable. Geneviève ferma les yeux un instant, priant pour un miracle, pour un sauveur qui n'existait que dans les contes de fées de son enfance. Elle se revoyait petite, courant à travers les vignes, l'odeur des chevaux et de la terre humide emplissant ses poumons. C'était tout ce qu'elle avait jamais connu, tout ce qu'elle était. Puis, le son tomba, sec, définitif. Un coup de marteau final qui brisa le silence et son cœur avec lui. « Adjugé », déclara la voix neutre du commissaire-priseur. Une larme solitaire traça un sillon brûlant sur sa joue, une perle de chagrin qu'elle essuya avec une rage impuissante, refusant de donner à la foule le spectacle de sa chute complète. Le domaine n'était plus sien. Le nom de l'acquéreur fut prononcé, et il flotta dans l'air comme un poison lent. Luc Moreau. Le nom frappa Geneviève avec la violence d'un coup de poing. Un murmure parcourut l'assemblée, les têtes se tournant, cherchant un visage. Elle n'eut pas besoin de chercher. Son regard fut instinctivement attiré vers le fond de la salle, là où une silhouette se découpait dans la pénombre près d'une porte. Il était là. Ce n'était plus le garçon d'écurie aux mains sales et au regard fier qu'elle avait si cruellement humilié des années auparavant. C'était un homme taillé dans le granit, son costume coûteux ne parvenant pas à dissimuler la puissance brute qui émanait de lui. Leurs yeux se croisèrent à travers la distance et le temps. Dans les siens, elle ne vit ni joie, ni pitié, seulement le triomphe froid et patient d'une vengeance longuement mûrie. Le garçon qu'elle avait brisé était revenu pour la posséder. Si cette histoire qui se noue sous vos yeux a déjà commencé à toucher votre cœur, si le frisson de ce destin implacable vous captive, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des chapitres à venir et laissez un j'aime pour soutenir Geneviève dans l'épreuve qui ne fait que commencer. Chaque histoire d'amour et de rédemption mérite d'être vécue intensément, et la vôtre avec nous commence maintenant. Partagez dans les commentaires le sentiment qui vous a envahi lorsque le nom de Luc a été prononcé, car votre émotion est le souffle qui donne vie à ce récit. Rejoignez notre communauté pour découvrir comment les blessures les plus profondes peuvent parfois cacher les passions les plus ardentes. Votre soutien est notre plus belle récompense et nous permet de continuer à tisser ces récits où le pouvoir et le cœur s'affrontent sans merci. Il s'avança, traversant la foule qui s'écartait sur son passage, comme la mer devant un prophète sombre. Chaque pas était délibéré, mesuré, le son de ses chaussures italiennes sur le parquet ancien, marquant le rythme de sa prise de pouvoir. L'odeur de son parfum, un mélange de cuir et d'épices rares, la submergea bien avant qu'il n'arrive à sa hauteur, effaçant l'odeur familière de la vieille demeure. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux noirs, des yeux qui la déshabillaient de son orgueil, la laissant nue et vulnérable. Le silence s'épaissit autour d'eux, créant une bulle de tension palpable. Il ne dit rien. Il la regardait simplement, son expression indéchiffrable, la forçant à soutenir un regard qui contenait le poids de toutes les années d'humiliation et de travail acharné. C'était une torture silencieuse, une affirmation de sa domination totale, et elle sentit ses dernières forces l'abandonner sous ce poids. Son avocat, un homme discret et efficace, s'approcha et posa une mallette en cuir sur une table voisine. Il en sortit 2 documents. Le premier était l'acte de propriété, le symbole de tout ce qu'elle venait de perdre.
Le second était différent. La voix de Luc s'éleva enfin, grave et sans inflexion, un son qui fit vibrer quelque chose de dangereux en elle. « Les dettes de votre famille dépassent la valeur de la vente, » dit-il, son ton neutre rendant les mots encore plus cruels. « Mais je suis un homme généreux. Je vous offre un moyen de rembourser ce qui reste. » Il fit un signe de tête vers le deuxième document. Ce n'était pas une offre, c'était une sentence. Un contrat de travail, un pacte de servitude qui la liait à lui, sur sa propre terre. « Vous commencerez ce soir », ajouta-t-il, lui tendant un stylo, « dans les écuries. » Le choix n'en était pas un, c'était la ruine totale ou la soumission absolue. La porte des écuries se referma derrière elle avec un bruit sourd et définitif, l'enfermant dans l'obscurité et l'odeur âcre du foin et des bêtes. Geneviève resta immobile un long moment, la soie de sa robe de deuil se collant à sa peau moite, une tache absurde de luxe dans ce lieu de labeur. La lumière de la lune filtrait à travers une lucarne poussiéreuse, dessinant des barreaux d'argent sur le sol empisé. C'était ici, dans cette même allée qu'elle avait appris à monter, ses petites mains guidant fièrement le poney que son père lui avait offert. L'écho de ses rires d'enfant semblait encore flotter dans l'air, un fantôme cruel qui se moquait de la femme qu'elle était devenue. Une fourche était appuyée contre le mur, un instrument simple et brutal. Le prendre en main, sentir le bois usé et froid contre ses paumes gantées, fut le premier geste de sa nouvelle vie, un contact rugueux avec une réalité qu'elle avait toujours observée de loin, depuis le sommet de son monde. Un souvenir vif comme une blessure fraîche la submergea sans crier gare. La feria de Nîmes, des années auparavant. Le soleil écrasant, la musique gitane, l'odeur des taureaux et du vin sucré. Elle était le centre de l'attention. Une reine dans sa robe blanche immaculée, riant avec ses amis, inconsciente du monde qui s'agitait à ses pieds. Et puis, Luc, un adolescent gauche et silencieux, les mains tachées de terre, qui portait un plateau de verre. Il avait trébuché, et le vin rouge s'était répandu sur sa robe comme une fleur de sang. Le silence était tombé. Sa voix, claire et tranchante, avait fusé, chargée de tout le mépris de sa caste. « Employé sale, regarde ce que tu as fait. » Elle se souvenait de son visage, de la rougeur qui avait envahi ses joues, de l'humiliation brûlante dans ses yeux noirs, avant qu'il ne baisse la tête et ne s'enfuit sous les ricanements de la foule. Elle n'y avait plus jamais repensé, jusqu'à ce jour. La fourche lui parut soudain plus lourde, chargée du poids de cette cruauté oubliée. Elle comprit alors que chaque coup de marteau du commissaire-priseur avait été un écho de ses propres paroles blessantes. La vengeance de Luc n'était pas un caprice de nouveau riche, mais une dette de sang, une blessure qu'il avait laissé s'infecter pendant une décennie pour mieux la lui rendre. Le monde qu'il avait autrefois protégé et adulé l'avait abandonné. Les visages de ses voisins à la vente aux enchères lui revinrent en mémoire, leurs regards fuyants, leur pitié mêlée de soulagement de ne pas être à sa place. Elle était seule, complètement seule, face à l'homme qu'elle avait créé. La honte, un poison lent et glacial s'insinua en elle, plus douloureuse encore que la perte de sa fortune. Elle n'était plus Geneviève de la Croix, l'héritière. Elle était la femme qui avait brisé un garçon et qui devait maintenant en payer le prix. Une rage sourde monta en elle, une colère dirigée non seulement contre Luc, mais aussi contre la jeune fille arrogante qu'elle avait été. Le désespoir la guettait, menaçant de la noyer dans un océan d'apitoiement. Mais au fond de son être, une étincelle de l'orgueil d'Aie de la Croix refusait de s'éteindre. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer, de la voir brisée. Elle retira ses gants souillés, révélant des mains pâles et douces qui n'avaient jamais connu le travail. Avec une détermination farouche, elle plongea la fourche dans la paille souillée. Le geste était maladroit, le travail physiquement épuisant, mais chaque mouvement devenait un acte de défi. Elle ne nettoyait pas cette écurie pour lui obéir. Elle la nettoyait pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait survivre. Que même dépouillée de tout, il lui restait encore la force de se tenir debout, au milieu des ruines de sa vie. L'aube déchira le ciel de la Camargue de ses couleurs tendres, trouvant Geneviève épuisée, le dos en feu, mais l'écurie impeccablement propre. Elle était assise sur une botte de foin, le visage maculé de sueur et de poussière, lorsque la porte grinça. Luc se tenait sur le seuil, sa haute silhouette se découpant dans la lumière dorée du matin. Il portait des bottes et une chemise simple, l'homme de la terre qu'il avait toujours été sous le costume de magnate.
Son regard balaya l'écurie, s'attardant sur chaque box nettoyée, sur les outils rangés. Il y eut une pause, un silence où le temps sembla suspendu. Il s'attendait sans doute à la trouver en larmes, vaincue, mais ses yeux rencontrèrent les siens, et il n'y vit ni supplique ni peur, seulement une fatigue immense et une lueur de défi intacte. Un pli presque imperceptible se forma entre ses sourcils. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée. Il fit un pas à l'intérieur, l'odeur du cuir et de la terre propre émanant de lui. Son visage était redevenu un masque de froideur impénétrable. « C'est un début, dit-il, sa voix grave, ne trahissant aucune émotion. Le contrat stipule que vos journées commencent avec le soleil. Après les chevaux, vous aiderez à la cuisine, puis au jardin. Madame Dubois vous donnera vos instructions. » Chaque mot était choisi pour la rabaisser, pour lui rappeler son nouveau statut. Il n'était pas seulement le propriétaire de sa maison, il était le maître de ses jours et de ses nuits. Le contrat, qu'elle avait signé d'une main tremblante, n'était pas un document, c'était un collier invisible autour de son cou. Il se tourna pour partir, la laissant seule avec la beauté cruelle du jour naissant et la certitude écrasante que cette première nuit n'était que le prélude d'une longue, très longue servitude. Les jours s'étirèrent en une succession de tâches épuisantes et humiliantes, un flou de fatigue et de douleurs musculaires. Geneviève se mouvait dans le grand domaine comme un fantôme, vidé de sa colère, ne conservant qu'une détermination sourde à ne pas fléchir. Elle apprenait le poids d'un seau d'eau, la brûlure de la lessive sur ses mains, le langage silencieux des serviteurs qui l'observaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Luc Moreau, lui, était une présence lointaine et oppressante. Elle le voyait passer à cheval à l'horizon, silhouette puissante, se découpant sur le ciel de Camargue, ou entendait le son de sa voix grave donnant des ordres depuis le bureau de son père. Il l'ignorait avec une application si parfaite que son mépris en devenait presque plus intime qu'une conversation. Chaque soir, elle s'effondrait sur le lit étroit de sa petite chambre de bonne, le corps brisé, mais l'esprit étrangement clair, délesté des futilités de son ancienne vie. Un soir, alors qu'une pluie fine et froide enveloppait le domaine d'un voile de mélancolie, Geneviève fut chargée de polir l'argenterie dans la grande cuisine, longtemps après que les autres domestiques se furent retirés. La pièce, autrefois cœur vibrant de la maison, était silencieuse et caverneuse, seulement éclairée par une unique ampoule nue qui jetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. Le parfum du cuivre et du produit de nettoyage emplissait l'air. Ses mains, autrefois manucurées, étaient maintenant rouges et gercées, et chaque frottement du chiffon sur le métal était une petite agonie. Elle travaillait mécaniquement, perdue dans le souvenir d'un dîner, où elle avait utilisé ces mêmes couverts, riant à une plaisanterie de son père, insouciante. La porte s'ouvrit sans un bruit, et elle ne sentit sa présence qu'au courant d'air froid qui balaya la pièce, un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une simple chemise de lin blanc qui accentuait la carrure de ses épaules et le hâle de sa peau. Il n'était plus le magnate en costume, mais l'homme de la terre, brut et primal. Le silence s'épaissit, chargé d'une électricité soudaine. Geneviève se figea, le cœur battant à grands coups sourds contre ses côtes. Il ne dit rien, se contentant de la regarder travailler, ses yeux sombres la scrutant avec une intensité qui semblait la mettre à nu, lire au plus profond de son âme épuisée. Il s'avança lentement dans la cuisine, ses pas feutrés sur les tommettes anciennes. Il ne venait pas pour donner un ordre. Il venait pour quelque chose d'autre, quelque chose de personnel et d'infiniment plus dangereux. Elle sentit sa gorge se nouer, incapable de détourner le regard, prise au piège dans le faisceau de son attention implacable. Il s'arrêta près du grand plan de travail en bois où elle se tenait, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, un contraste saisissant avec la froideur humide de la nuit. Son parfum, un mélange de terre mouillée, de cuir et de musc, l'enveloppa, un arôme puissant et masculin qui submergea ses sens. Il tendit la main, non pas vers elle, mais vers une carafe d'eau posée juste à côté de sa pile d'argenterie. Son geste était lent, délibéré, et dans ce mouvement, le dos de ses doigts effleura sa main à elle. Le contact fut un choc, une décharge électrique qui remonta le long de son bras et explosa dans sa poitrine. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée, un hoquet de surprise lui échappant. Le temps sembla se suspendre, l'unique son dans la pièce étant le cliquetis d'une cuillère en argent qu'elle avait lâchée sur le sol. Leurs regards se croisèrent enfin,
Et dans cet instant de proximité forcée, les masques tombèrent. Dans ses yeux à elle, il ne vit plus seulement l'héritière arrogante, mais une femme à la dignité farouche, dont la fatigue n'arrivait pas à éteindre la flamme de défi qui brûlait au fond de ses prunelles. Et elle, pour la première fois, vit au-delà du vengeur impitoyable. Elle vit une fissure dans son armure de glace, une lueur de trouble, une vulnérabilité aussi profonde et ancienne que la sienne. C'était le regard du garçon qu'elle avait humilié. C'est un regard qui n'avait jamais oublié la blessure, mais qui maintenant semblait aussi se souvenir d'autre chose, d'un temps avant la haine. Une connexion interdite, tissée de douleur et d'une étrange reconnaissance mutuelle, vibra entre eux dans le silence de la cuisine. Il fut le premier à rompre le charme. Il retira sa main, son visage se refermant comme une porte de fer. Il se servit un verre d'eau, le but d'un trait, le geste sec et maîtrisé. Puis, sans un autre regard pour elle, il posa le verre sur le comptoir avec un bruit sec et se tourna pour partir. Sur le seuil, il s'arrêta, son dos toujours tourné vers elle. « Le travail n'est pas terminé », dit sa voix grave, redevenue froide et impersonnelle. La porte se referma, la laissant seule avec le silence revenu, le cœur battant la chamade. Elle tremblait, mais ce n'était plus de fatigue ou de peur. C'était le tremblement d'une reconnaissance terrifiante, celle d'avoir senti, l'espace d'un contact fugace, l'âme de son bourreau toucher la sienne et d'y avoir trouvé un écho impossible. Le lendemain de cette nuit troublante dans la cuisine, quelque chose en Geneviève s'était durci, non pas en une carapace de haine, mais en une lame de résistance silencieuse. Elle ne courbait plus l'échine sous le poids de la fatigue. Elle se redressait, chaque geste devenant un acte de défiance mesuré. Alors qu'elle taillait les rosiers dans le jardin à la française, sous le soleil implacable de l'après-midi, elle sentit son ombre s'étirer sur elle. Luc était là, immobile sur son étalon noir, la dominant de toute sa hauteur. Autrefois, elle aurait baissé les yeux, soumise, mais ce jour-là, elle leva lentement la tête, ses prunelles claires rencontrant son regard sombre sans ciller. Elle le tint, ce regard, une seconde de trop, un duel muet qui se joua au-dessus des pétales de rose. Il ne dit rien, mais elle vit le léger tressaillement de sa main sur les rênes, la contraction de sa mâchoire. Le jeu avait changé. Elle n'était plus seulement sa prisonnière, elle devenait son adversaire. Leur confrontation suivante ne se fit pas attendre. Il la trouva dans la sellerie, affairée à nettoyer des harnais en cuir, l'odeur âcre du savon et de la cire flottant dans l'air confiné. Il prit un des cuirs qu'elle venait de terminer, le passa entre ses doigts experts et le laissa tomber sur l'établi avec un bruit sec et méprisant. Ce n'est pas assez bien. Recommencez. Sa voix était tranchante, calculée pour la blesser, pour la ramener à sa condition de servante incompétente. Elle s'attendait à ses larmes, à sa frustration, mais Geneviève se contenta de reprendre le harnais sans un mot. Elle se tourna vers lui, son visage calme, presque serein. « Très bien, monsieur Moreau. » Le titre, prononcé avec une clarté glaciale, était une arme. Il érigeait entre eux un mur de formalité, lui refusant la satisfaction émotionnelle de sa soumission. Il était son employeur, rien de plus. Il la fusilla du regard, frustré par cette dignité qu'il ne parvenait pas à briser, avant de tourner les talons et de la laisser dans un silence vibrant de victoire. La guerre froide s'intensifia quelques jours plus tard, lorsqu'il organisa un grand dîner pour des investisseurs venus de Paris. C'était une démonstration de sa puissance, une célébration de sa réussite sur les terres mêmes qui avaient vu son humiliation. Et pour parfaire son triomphe, il ordonna que Geneviève fasse le service. Vêtue d'une simple robe noire et d'un tablier blanc, elle entra dans la grande salle à manger, un fantôme de son passé au milieu des rires et du cliquetis des cristaux. Elle se déplaçait avec une grâce innée, une élégance que la servitude n'avait pu effacer, son port de reine contrastant douloureusement avec le plateau d'argent qu'elle portait. Les anciens amis de sa famille détournèrent le regard, gênés. Quand elle arriva à la hauteur de Luc pour lui servir le vin, leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à y voir le triomphe du vainqueur, mais elle ne vit qu'une lueur étrange, un trouble fugace, comme s'il prenait soudain conscience de la cruauté de son propre spectacle. Le tournant de la soirée survint de la manière la plus inattendue. Un des invités, un banquier au visage suffisant qui avait autrefois courtisé Geneviève sans succès, fit une remarque à voix basse mais suffisamment audible sur la spectaculaire déchéance de la lignée des de la Croix. Une vague de honte brûlante menaça de submerger Geneviève.
Elle sentit tous les regards se poser sur elle. Mais avant qu'une parole ou une larme ne puisse lui échapper, la voix de Luc s'éleva, grave et glaciale, coupant net les murmures. La seule déchéance, monsieur, est celle d'un homme qui juge la valeur d'une personne à son compte en banque. Mademoiselle Delacroix fait preuve d'une force que peu d'entre vous pourraient revendiquer. Un silence de mort s'abattit sur la table. Il l'avait défendue, publiquement. Le monde de Geneviève bascula sur son axe, la laissant abasourdie, le cœur battant à tout rompre, face à l'énigme insondable qu'était devenu son bourreau. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. L'écho des paroles de Luc résonnait dans sa tête, un paradoxe qui défiait toute logique. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle quitta sa chambre exiguë et erra dans les couloirs silencieux du domaine. La maison semblait retenir son souffle dans l'obscurité. Chaque meuble, chaque tableau lui racontant une histoire de son passé perdu. Ses pas la menèrent instinctivement vers la bibliothèque, le sanctuaire de son père, désormais occupé par Luc. La lourde porte de chêne était entr'ouverte, laissant filtrer une mince bande de lumière dorée. Elle jeta un regard à l'intérieur et se figea. Il était là, affalé dans le grand fauteuil de cuir, un verre à la main, le regard perdu dans les flammes mourantes de la cheminée. Le masque du magnate impitoyable était tombé, révélant un homme rongé par une solitude et une lassitude infinie. Dans la pénombre de la bibliothèque, il n'était plus le maître tout-puissant, mais un homme seul face à ses fantômes. La vue de cette vulnérabilité inattendue la désarma. La colère et le ressentiment qu'elle nourrissait pour lui commencèrent à s'effriter, remplacés par une vague de compassion aussi dangereuse qu'incontrôlable. Elle voulut reculer, s'enfuir avant d'être vue, mais le plancher ancien gémit sous son poids. Le son, bien que léger, brisa le silence. Lentement, il tourna la tête. Leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce faiblement éclairée. Il n'y avait ni surprise ni colère dans ses yeux, seulement une profonde tristesse et une reconnaissance muette. Il ne lui ordonna pas de partir. Il ne dit rien. Il la regarda simplement, et dans ce silence partagé, la guerre entre eux sembla s'arrêter. Puis, il fit un geste presque imperceptible de la main vers le fauteuil qui lui faisait face. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation à franchir une nouvelle frontière, la plus périlleuse de toutes. Elle accepta son invitation silencieuse, franchissant le seuil de la bibliothèque comme on entre en territoire ennemi, ou peut-être en terre sainte. Le bois des lambris semblait absorber le son de ses pas, créant une intimité feutrée et dangereuse. Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, le cuir usé, épousant ses formes avec une familiarité douloureuse. C'était le fauteuil de sa mère. Le feu crépitait doucement, seule source de conversation dans la pièce. Ils restèrent ainsi un long moment, deux solitudes se faisant face à travers un abîme de souvenirs et de blessures. Elle n'était plus la servante, il n'était plus le maître. Ils n'étaient que deux âmes perdues dans une maison trop grande, hantées par les fantômes de ce qui avait été et de ce qui aurait pu être. La tension entre eux n'était plus celle de la haine, mais une chose plus complexe, tissée de regrets et d'une curiosité presque insoutenable. Qui était-il vraiment, cet homme qui avait orchestré sa chute avec une précision diabolique et qui maintenant la regardait avec une tristesse qui faisait écho à la sienne? La fragile trêve née dans le silence de la bibliothèque fut brisée le lendemain matin par le crissement des pneus d'une voiture de luxe sur le gravier de l'allée. Une femme en descendit, grande, blonde, vêtue d'un tailleur d'une élégance tranchante qui ne correspondait en rien à l'âme sauvage de la Camargue. C'était Hélène de Varenne, une puissante femme d'affaires parisienne dont le nom était souvent associé à celui de Luc dans la presse économique. Son sourire était poli, mais ses yeux, d'un bleu glacial, balayèrent le domaine avec le regard d'un conquérant évaluant son butin. Luc l'accueillit sur le perron, son visage de nouveau un masque impénétrable. Il ordonna à Geneviève, d'une voix neutre qui la poignarda au cœur, de monter les bagages de madame et de leur servir le café sur la terrasse. La bulle d'intimité de la veille avait éclaté, la laissant plus exposée et plus seule que jamais. Elle n'était de nouveau que la servante, invisible, au service du nouveau maître et de sa reine. Le véritable supplice commença sur la terrasse baignée de soleil. Alors que Geneviève posait le plateau en argent sur la table en fer forgé, Hélène tendit sa main gauche pour caresser nonchalamment le bras de Luc. Sur son annulaire brillait un diamant, une pierre si grosse et si pure qu'elle semblait capturer et congeler la lumière du matin.
C'était une bague de fiançailles. Un coup silencieux et brutal frappa la poitrine de Geneviève, lui coupant le souffle. Chaque facette de la pierre semblait lui renvoyer le reflet de sa propre misère, de son échec absolu. Luc ne détourna pas le regard. Il la força à voir, à comprendre l'étendue de sa nouvelle réalité. Il n'avait pas seulement pris sa maison, il avait construit une nouvelle vie sur ses ruines, une vie dont elle était exclue de la manière la plus définitive qui soit. Le contrat de servitude n'était rien comparé à cette chaîne invisible que le diamant venait de lui passer au cou, la liant à jamais à son statut de fantôme du passé. Plus tard dans la journée, des investisseurs arrivèrent pour une réunion d'affaires. Le déjeuner fut servi dans la grande salle à manger et Geneviève fut de nouveau chargée du service. L'humiliation était totale, méticuleuse. Hélène, sentant sans doute la tension sous-jacente, semblait prendre un plaisir cruel à l'exacerber. Alors que Geneviève remplissait son verre d'eau, Hélène la regarda avec une fausse pitié et dit, sa voix claire résonnant dans le silence soudain, « C'est admirable, vraiment, votre loyauté envers cette maison. Luc m'a raconté votre histoire. Quelle tragédie pour les Delacroix. » Chaque mot était une gifle. Elle n'était plus une personne, mais une histoire, une tragédie que l'on se raconte pour pimenter un déjeuner d'affaires. Geneviève sentit le sang quitter son visage, tandis que les regards des convives, un mélange de gêne et de curiosité malsaine, se posaient sur elle. Elle chercha instinctivement le regard de Luc, une supplique muette flottant dans ses yeux. Mais cette fois, il ne la défendit pas. Il resta silencieux, le visage fermé, laissant les paroles cruelles de sa fiancée flotter dans l'air et s'imprégner dans les murs. Son silence était une approbation, une complicité qui la brisa plus sûrement que n'importe quelle insulte. Il avait choisi son camp, il avait choisi son empire, sa future épouse, son avenir, et dans cet avenir, Geneviève n'était qu'un accessoire embarrassant, un vestige d'un passé qu'il avait conquis et qu'il pouvait désormais mépriser en toute quiétude. Ce fut la chute finale, la plus douloureuse. Ce n'était plus une question de fierté ou de statut social, c'était la certitude d'être entièrement et irrémédiablement seul, trahi par l'homme qui, une nuit à peine, lui avait laissé entrevoir une lueur de vulnérabilité partagée. La haine aurait été plus facile à supporter que cette indifférence glaciale qui la niait jusqu'à son existence. Elle se sentit devenir transparente, un spectre condamné à errer dans sa propre maison. Une force qu'elle ne se connaissait pas lui permit de terminer son service, ses gestes devenant mécaniques, son corps se mouvant indépendamment de son esprit anéanti. Mais alors qu'elle desservait les assiettes, sa main se mit à trembler de façon incontrôlable. Une pile d'assiettes en porcelaine de Limoges, l'héritage de sa grand-mère, lui glissa des doigts et s'écrasa sur le sol en marbre dans un fracas assourdissant. Le son déchira le silence poli du déjeuner, un cri de désespoir matérialisé. Tous les visages se tournèrent vers elle, certains choqués, d'autres agacés, celui d'Hélène empreint d'un triomphe froid. Sans un mot, sans même un regard pour Luc, Geneviève se retourna et quitta la pièce, le dos droit, traversant les longs couloirs de la maison qui ne lui appartenaient plus. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit le refuge ultime, les écuries. Là, dans l'ombre et l'odeur familière des chevaux, à l'abri des regards, elle s'adossa à un mur et glissa jusqu'au sol, laissant enfin les larmes silencieuses tracer des sillons brûlants sur son visage poussiéreux. Les jours qui suivirent le fracas de la porcelaine brisée furent noyés dans un silence épais et cotonneux, un silence qui semblait absorber tous les sons et toutes les couleurs du domaine. Geneviève se mouvait à travers les pièces et les jardins non plus comme une captive révoltée, mais comme un spectre résigné. La flamme de son défi s'était éteinte, laissant derrière elle des cendres froides de désespoir. Elle accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, son corps fonctionnant par pure habitude, tandis que son esprit flottait dans un brouillard de chagrin. Elle ne cherchait plus le regard de Luc, ne guettait plus ses pas. L'abîme entre eux n'était plus fait de haine ou de pouvoir, mais d'une indifférence qu'il avait lui-même décrétée. Elle était devenue une ombre dans sa propre maison, et le silence était le linceul dans lequel elle s'enveloppait pour survivre à cette nouvelle forme de mort, plus lente et plus cruelle que la servitude physique. De son côté, Luc Moreau découvrait le goût amer d'une victoire totale. La vision de Geneviève, le dos droit, quittant la salle à manger après avoir brisé l'héritage de sa famille, le hantait,
Il n'avait ressenti aucune satisfaction, seulement un malaise glacial, comme s'il venait de détruire la seule chose authentique dans son univers de contrats et de chiffres. La présence d'Hélène, avec son ambition calculatrice et son affection performée, lui devenait insupportable. Il s'isolait dans le bureau de son père, mais les murs semblaient le juger. Par la fenêtre, il l'apercevait parfois, une silhouette lointaine s'occupant des chevaux, et chaque mouvement gracieux et fatigué était un reproche silencieux. Il avait voulu la briser pour se reconstruire, mais il réalisait maintenant qu'en la détruisant, il avait anéanti une part essentielle de lui-même, celle qui se souvenait du garçon qui rêvait non pas de la posséder, mais de mériter son regard. Une distance physique s'installa entre eux, aussi tangible que les murs de pierre du domaine. Luc partait à l'aube pour visiter ses autres entreprises, ne rentrant que tard dans la nuit, longtemps après que Geneviève se soit retirée dans sa chambre. Il l'évitait avec une application méticuleuse, orchestrant ses journées pour ne jamais la croiser. Et elle, de son côté, apprenait les routines de la maison pour se rendre invisible, connaissant ses horaires, ses passages, et s'effaçant des couloirs quelques secondes avant son arrivée. Le grand domaine, autrefois vibrant de vie, devint le théâtre d'un ballet silencieux et douloureux entre deux âmes qui se fuyaient. Les autres domestiques sentaient cette tension, ce vide glacial qui avait remplacé la guerre ouverte, et ils marchaient sur la pointe des pieds, parlant à voix basse, comme si la maison elle-même était en deuil d'une chose qui n'avait jamais vraiment existé. Pourtant, dans cette absence, leur présence mutuelle n'avait jamais été aussi forte. Chaque soir, en s'asseyant seul dans la grande salle à manger, Luc fixait la chaise vide qu'elle aurait dû occuper, le souvenir de son service silencieux et digne le tourmentant plus que n'importe quelle rébellion. Il se surprenait à chercher son parfum de jasmin et de terre dans le vent qui entrait par les fenêtres ouvertes. Geneviève, en nettoyant sa chambre en son absence, sentait son odeur de cuir et d'épices sur ses oreillers, et ce contact indirect était une torture douce amère. Elle touchait les livres qu'il lisait, les stylos qu'il tenait, et dans ces objets inanimés, elle cherchait une trace de l'homme vulnérable qu'elle avait entrevu dans la bibliothèque, se demandant s'il avait jamais existé ou si elle ne l'avait que rêvé. Un mirage dans le désert de sa solitude. Un après-midi pluvieux, leurs chemins se croisèrent inévitablement dans le long couloir du premier étage. Il montait, elle descendait, portant une pile de linge propre. L'espace était trop étroit pour s'ignorer. Ils s'arrêtèrent à quelques pas l'un de l'autre, et le temps sembla se suspendre. Le seul son était le tic-tac d'une vieille horloge et le martèlement de la pluie contre les vitraux. Leurs regards se heurtèrent, et pendant une seconde insoutenable, toutes les barrières tombèrent. Elle vit dans ses yeux une lueur de regret si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Il vit dans les siens une tristesse infinie, une dignité brisée, mais pas anéantie. Aucun mot ne fut prononcé. C'était un aveu muet, une reconnaissance partagée de la catastrophe qu'ils avaient créée. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le moment se brisa. Il baissa les yeux le premier, lui céda le passage et continua son chemin sans se retourner, la laissant tremblante, le cœur battant contre la pile de draps. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Luc descendit dans la salle à manger, maintenant sombre et silencieuse. La lune jetait une lumière blafarde sur le sol en marbre, là où les assiettes s'étaient écrasées. Il s'agenouilla et ses doigts effleurèrent la pierre froide. Près d'une plinthe, il aperçut un éclat de lumière. C'était un minuscule fragment de porcelaine oublié par le personnel de nettoyage. Un petit morceau bleu et blanc, avec le dessin d'une fleur de lys, l'emblème des Delacroix. Il le ramassa, le fit tourner entre son pouce et son index. Le fragment était coupant, acéré comme le souvenir de la douleur dans les yeux de Geneviève. Cet éclat de beauté brisée était le symbole parfait de sa vengeance. Il avait tout eu, tout pris, et il ne lui restait en main qu'un morceau de son héritage et de son âme, un objet minuscule et précieux qui pesait plus lourd que toute sa fortune. Il serra le fragment dans sa paume, sentant le bord tranchant mordre sa peau, une douleur bienvenue pour couvrir celle, bien plus profonde, qui ravageait son cœur. Cette même nuit, alors que le fragment de porcelaine reposait froid et coupant sur la table de chevet de Luc, la Camargue décida de déchaîner sa fureur. Un orage d'une violence biblique s'abattit sur le domaine, le vent hurlant comme une bête blessée et la pluie fouettant les murs de pierre avec une rage implacable. Puis,
Une lumière aveuglante déchira le ciel, suivie d'un craquement assourdissant. La foudre. Elle avait frappé le vieux chêne près des écuries, et une langue de feu avide s'était immédiatement propagée au toit de la bâtisse, dévorant le bois ancestral avec une rapidité terrifiante. Des cris s'élevèrent dans la nuit, le personnel se précipitant dehors, mais la combinaison du vent et de la pluie ne faisait qu'attiser les flammes, transformant l'écurie en un brasier infernal. Geneviève, réveillée par le tumulte, se figea d'horreur à sa fenêtre. Son premier réflexe fut pour les chevaux, ses compagnons silencieux de servitude, piégés dans la fournaise. Le cœur battant, elle se rua dehors, sans se soucier du danger. Luc apparut sur le perron, son visage habituellement impassible tordu par une alarme froide. Hélène, à ses côtés, lui agrippa le bras, sa voix stridente perçant à peine le vacarme. « N'y pense même pas, Luc. Laisse les palefreniers s'en occuper. C'est de la folie. » Mais son regard n'était pas sur elle. Il était fixé sur la silhouette élancée de Geneviève qui, sans une hésitation, avait couru vers la porte principale des écuries, déjà léchée par les flammes, essayant désespérément d'ouvrir le lourd verrou. Une vision la foudroya. Geneviève, disparaissant dans la fumée noire, prête à se sacrifier pour des animaux. Dans cet instant, son empire, ses contrats, sa fiancée, tout s'effaça. Il n'y avait plus que cette femme, cette folle, cette reine déchue qui possédait plus de courage dans son petit doigt que tous ses investisseurs réunis. Il se dégagea de l'emprise d'Hélène avec une force qui la fit chanceler, un seul mot traversant son esprit comme un ordre absolu, elle. Il plongea dans l'enfer sans une seconde de réflexion. L'air à l'intérieur était une masse brûlante et suffocante, remplie de la fumée âcre du foin et du bois en feu et des hennissements de terreur des chevaux. Des poutres enflammées s'écrasaient autour de lui, mais il se déplaçait avec une agilité instinctive, celle du garçon qui avait grandi dans ces mêmes allées. Il la trouva au fond, luttant pour libérer un pur sang affolé dont la longe s'était emmêlée. Elle était couverte de suie, ses cheveux défaits, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche au milieu des flammes. Leurs regards se croisèrent à travers le rideau de feu, et dans cet instant apocalyptique, il n'y avait plus de maître ni de servante, plus de vengeance ni d'humiliation. Il n'y avait que deux âmes prises au piège, se reconnaissant dans une vulnérabilité absolue. Il la saisit par le bras, sa voix un ordre rauque et primal. « Viens !» Ensemble, ils réussirent à libérer le cheval et à le guider vers la sortie. Juste au moment où ils franchissaient le seuil, une partie de la charpente s'effondra derrière eux dans un fracas de fin du monde, les projetant au sol, dans la boue et la cendre. Ils restèrent là un instant, haletants, toussant, tandis que la pluie commençait enfin à gagner son combat contre les flammes. Luc se releva et l'aida à se mettre debout, la gardant contre lui une seconde de trop, ses mains agrippées à ses épaules, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, qu'elle était sauve. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et dans ses yeux à lui, elle ne vit plus le triomphe froid, mais une peur brute, une panique qui n'avait rien à voir avec le feu. C'était la peur de l'avoir perdu. Ce geste, cet élan protecteur, était un aveu plus puissant que n'importe quel mot. Hélène, qui les observait depuis le perron, comprit. Son visage se durcit, ses yeux bleus devenant deux éclats de glace. Le jeu venait de changer, et elle venait de le perdre. Plus tard dans la nuit, le calme revenu, Geneviève ne put trouver le repos. L'image de la peur dans les yeux de Luc la hantait. Sachant qu'il avait une légère brûlure au bras, elle prit sur elle de monter à sa chambre avec un onguent préparé par la gouvernante. La porte était entr'ouverte. Il dormait, épuisé, torse nu, le drap ne couvrant que le bas de son corps. La lumière de la lune sculptait ses muscles puissants, mais son visage, dans le sommeil, avait perdu sa dureté, révélant une vulnérabilité d'enfant. C'est alors qu'elle le vit. Dans la précipitation de l'incendie, une petite boîte en cuir était tombée de sa table de chevet, s'ouvrant sur le sol. Poussée par une curiosité plus forte que sa raison, elle s'approcha. À l'intérieur, il n'y avait ni documents financiers ni bijoux. Il y avait une fleur de lavande séchée et en dessous, une coupure de journal jauni par le temps. C'était un article du quotidien local, datant de plus de 10 ans. Et sur la photo, c'était elle, rayonnante, sur son cheval, après avoir remporté un concours hippique. Le souffle coupé, elle prit délicatement le morceau de papier. Le titre disait « Geneviève de la Croix, la fierté de la Camargue ».
Ce n'était pas un souvenir de son humiliation, c'était un trophée, un talisman, le vestige d'une adoration secrète et désespérée. Tout s'éclaira d'une lumière crue et douloureuse. Sa vengeance n'avait jamais eu pour but de la détruire, mais de détruire l'image inatteignable qu'il avait d'elle. Il ne voulait pas la posséder. Il voulait la faire descendre de ce piédestal sur lequel il l'avait lui-même placée, ce jour lointain où elle l'avait brisée. Chaque humiliation avait été une tentative maladroite et cruelle de combler l'abîme qu'elle avait creusé entre eux. Une vague de culpabilité vertigineuse la submergea, chassant toute trace de colère. Elle regarda l'homme endormi, et pour la première fois, elle ne vit pas son bourreau, mais un garçon au cœur brisé qui avait passé 10 ans à construire un empire pour se venger de la seule femme qu'il avait jamais aimée. Le souffle coupé, elle reposa délicatement le morceau de papier jauni dans la boîte en cuir, refermant le couvercle sur 10 années de douleur et d'adoration secrète. Chaque geste était lent, empreint d'une révérence nouvelle, comme si elle manipulait les reliques d'un saint ou les fragments d'un cœur qu'elle avait elle-même brisé. Elle se retourna vers le lit, et le regard qu'elle posa sur Luc Moreau n'était plus celui de la captive pour son geôlier. C'était un regard qui traversait les couches de richesse, de pouvoir et de cruauté pour voir le garçon solitaire qu'il avait été, l'adolescent dont elle avait piétiné la fierté sans un regard en arrière. Une vague de remords, si puissante qu'elle la fit vaciller, la submergea. La haine qu'elle avait entretenue comme un bouclier s'évapora, la laissant désarmée, vulnérable, face à l'immensité de sa propre faute et à la profondeur tragique de l'amour tordu qu'il lui portait. Le silence de la chambre était assourdissant, rempli de tous les mots qu'il ne s'était jamais dit. Comme s'il avait senti le poids de son regard sur lui, il s'agita dans son sommeil, ses paupières frémissant avant de s'ouvrir lentement. Ses yeux encore embrumés se posèrent sur elle, debout près de son lit dans la lumière blafarde de la lune. Il n'y eut ni surprise ni colère, seulement une lassitude infinie et une acceptation silencieuse. Son regard glissa vers la boîte en cuir, maintenant fermée sur la table de chevet, et il comprit. Il comprit qu'elle savait. Le dernier de ses secrets, le cœur battant de sa vengeance, était exposé. Le masque de froideur qu'il avait porté si longtemps se fissura, révélant l'homme à nu en dessous, un homme dont toute la puissance et la fortune ne parvenaient plus à cacher la blessure béante qu'il portait depuis une décennie. Ils restèrent ainsi, immobiles, pris dans un instant suspendu hors du temps, où le passé et le présent se heurtaient avec une force dévastatrice, l'air vibrant d'une vérité trop longtemps étouffée. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, n'était qu'un murmure rauque, écorché par la fumée et l'émotion. « Tu étais tout ce que je voulais devenir », avoua-t-il, les mots lui coûtant un effort visible, « et tout ce que je savais ne jamais pouvoir atteindre. Ce jour-là à la feria, quand tu m'as regardé avec ce mépris, tu n'as pas seulement renversé du vin, tu as brisé le garçon qui croyait que le travail acharné suffisait. J'ai construit cet empire brique par brique, non pas pour te détruire, mais pour te forcer à me voir. Je voulais que tu regardes enfin l'employé sale dans les yeux, et que tu y vois un égal. » Il fit une pause, le souffle court. « Mais chaque jour que tu passais ici, ta dignité intacte sous mes ordres, chaque regard de défi, tu ne faisais que reconstruire le piédestal que je m'étais acharné à démolir. Ma vengeance était un échec, parce qu'au fond, je ne voulais pas te posséder. Je voulais être digne de toi. » Geneviève sentit une larme, une seule, tracer un sillon brûlant sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. C'était une offrande, une pénitence liquide pour la douleur qu'elle avait causée. Sans un mot, elle s'avança et s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'affaissa sous son poids, et la distance entre eux disparut. Lentement, avec une hésitation qui en disait plus long que n'importe quelle excuse, elle leva une main tremblante et la posa sur sa joue. Sa peau était chaude, rêche sous ses doigts, réelle. Ce n'était plus le monstre de ses cauchemars, ni le magnate impitoyable. C'était Luc, juste Luc. Son pouce caressa doucement la ligne de sa mâchoire, un geste de pardon, de réconfort et d'une tendresse infinie qui effaçait des années de ressentiment. Elle se pencha vers lui, leur souffle se mêlant dans l'espace ténu qui les séparait encore, et dans ses yeux, il vit non pas la pitié, mais l'absolution qu'il n'avait jamais osé espérer. Le baiser qui suivit ne fut ni une prise ni une reddition, mais une rencontre. C'était la collision de deux solitudes,
la fusion de deux douleurs. Ses lèvres étaient douces, hésitantes d'abord, puis elles s'abandonnèrent aux siennes avec une ferveur qui parlait d'années de désirs refoulés et de malentendus tragiques. Ce n'était pas un baiser de passion flamboyante, mais un échange profond et silencieux, un dialogue d'âme enfin mise à nu. Il avait le goût salé de ses larmes, le goût de la fumée de l'incendie et de la pluie qui avait lavé le monde. Ses mains à lui montèrent pour se perdre dans ses cheveux, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse et la plus fragile au monde, tandis que les siennes se posaient sur sa poitrine, sentant le battement frénétique de son cœur sous sa paume. Dans cette étreinte, la vengeance mourut, le contrat fut annulé, et les fantômes du passé s'évanouirent enfin, laissant la place à une promesse fragile et bouleversante. Lorsqu'ils se séparèrent, le souffle court, ils restèrent front contre front, les yeux fermés, savourant la paix miraculeuse qui s'était installée dans la pièce et dans leur cœur. L'orage avait cessé. Dehors, l'air de la Camargue était pur et frais, lavé par la pluie, et les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel de promesses roses et dorées. Il n'y avait plus de maître, plus de servante. Il n'y avait plus d'héritière arrogante ni de garçon humilié. Il n'y avait que deux personnes qui s'étaient trouvées dans les ruines de leur guerre personnelle. Deux survivants qui comprenaient enfin que le seul territoire qui valait la peine d'être conquis était celui qu'ils pouvaient bâtir ensemble. Il ouvrit les yeux et la regarda, et pour la première fois, elle vit son avenir dans le regard de cet homme. Un avenir incertain, sans doute semé d'embûches, mais un avenir possible. Un avenir où le pardon était la terre sur laquelle ils allaient enfin pouvoir reconstruire. Le jour qui se leva sur la Camargue n'était pas un jour comme les autres. Il portait en lui la pureté d'un monde lavé par le feu et la pluie. Une page blanche offerte à deux âmes qui venaient de traverser leur propre apocalypse. Dans le silence feutré de la chambre, où l'odeur de la fumée se mêlait encore au parfum de la peau et des draps froissés, Geneviève et Luc se regardaient sans plus aucune armure. Il n'y avait plus de distance, plus de dette, plus de contrat. Seulement la vérité crue et fragile de deux cœurs qui s'étaient reconnus dans leur vulnérabilité commune. La lumière dorée qui filtrait par la fenêtre ne dessinait plus les barreaux d'une prison, mais le chemin d'un avenir possible, un sentier incertain serpentant à travers les vignes et les marais salants de leur terre enfin partagée. Chaque silence entre eux était une promesse, chaque regard un pardon. Et dans la chaleur de sa main qui tenait la sienne, elle sentit les fondations d'un nouveau domaine, non pas de pierre et de terre, mais de confiance et d'espoir. Le départ d'Hélène de Varenne se fit sans un mot de colère, sans la moindre scène. Elle descendit les escaliers du grand perron avec la même élégance froide que lors de son arrivée, mais son regard n'avait plus la lueur de la conquérante. En croisant Geneviève dans le hall, elle lui adressa un signe de tête presque imperceptible, un aveu silencieux de défaite qui n'était ni gracieux ni amer, simplement factuel. C'était la reconnaissance d'une femme d'affaires qui sait quand une partie est perdue, quand l'investissement émotionnel de son partenaire a été placé ailleurs, dans un fond bien plus ancien et bien plus profond. Luc l'accompagna jusqu'à sa voiture. Leur conversation fut brève, technique, la dissolution d'une alliance commerciale qui n'avait jamais eu le cœur pour capitale. Quand la voiture de luxe disparut au bout de l'allée de Platane, un poids sembla se lever du domaine tout entier, laissant l'air de la Camargue vibrer d'une liberté nouvelle, pure et sauvage, comme ses chevaux blancs. Quelques jours plus tard, une agitation inhabituelle s'empara du domaine, non pas l'agitation d'un drame, mais celle, plus orchestrée, d'un événement public. Des voitures de journalistes et des camions de chaînes locales se garèrent le long de l'allée, et un podium fut dressé devant la façade principale de la bâtisse, là où le blason des Delacroix était gravé dans la pierre. Geneviève observait tout cela depuis la fenêtre de la bibliothèque, le cœur serré d'une angoisse nouvelle. Elle ne comprenait pas. Luc, depuis leur nuit de confession, avait été tendre et présent, mais aussi mystérieux, absorbé par des appels téléphoniques et des réunions avec ses avocats. Craignait-elle qu'il annonce publiquement sa prise de contrôle totale, qu'il la présente comme une sorte de trophée de sa réussite? Le doute, ce poison lent hérité de mois de servitude, tentait de s'insinuer en elle. Mais lorsqu'il vint la chercher, lui prenant la main avec une douceur rassurante, elle vit dans ses yeux non pas le triomphe, mais la solennité d'un homme sur le point de réparer le monde. Face aux caméras et aux visages curieux de toute la communauté camarguaise, Luc Moreau prit la parole.
Sa voix, grave et assurée, porta au-delà du premier rang, jusqu'aux confins du domaine. Il ne parla pas de chiffres, ni d'acquisition, ni de pouvoir. Il parla de racines, de terres, d'héritage. Il raconta l'histoire de la famille de la Croix, leur contribution à la région, avec un respect et une connaissance qui stupéfièrent l'assemblée. Puis, son regard trouva celui de Geneviève. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une vente, » déclara-t-il, sa voix vibrant d'une émotion contenue. « Il s'agit d'une fusion, la fusion de deux histoires liées à cette terre. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, ce lieu ne s'appellera plus le domaine de la Croix. Il portera le nom de nos deux familles. Il sera le domaine Moreau de la Croix. » Un murmure parcourut la foule, un souffle de surprise et d'admiration. Ce n'était pas une conquête, c'était un hommage, une restauration publique et éclatante de l'honneur qu'il lui avait pris. Puis il fit un geste qui figea le temps. Il se tourna vers Geneviève et lui tendit un stylo et un document relié de cuir. « Ce nouveau chapitre, dit-il, assez fort pour que tous entendent, ne peut s'écrire sans sa véritable héritière. Mademoiselle de la Croix, voulez-vous me faire l'honneur de signer avec moi l'acte de naissance de notre domaine, en tant que ma partenaire, mon égale ?» Le stylo qu'elle prit était le même que celui avec lequel elle avait signé son contrat de servitude. Mais cette fois, sa main ne tremblait pas de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle lui coupa le souffle. Sous le crépitement des flashs, elle apposa sa signature à côté de la sienne. Leurs noms entrelacés sur le papier ne symbolisaient en plus une dette, mais une promesse. En relevant la tête, elle vit dans ses yeux l'amour, le regret et une admiration infinie. Le garçon d'écurie n'avait pas détruit la reine. Il lui avait construit un royaume où ils pourraient enfin régner ensemble, côte à côte. La foule s'était dispersée, les journalistes étaient impartis, et le silence était revenu sur le domaine. Un silence apaisé, vibrant de promesses. Luc et Geneviève se tenaient seuls sur le perron, main dans la main, contemplant les terres qui s'étendaient devant eux, baignées dans la lumière douce du crépuscule. La terre rouge de Camargue semblait respirer avec eux, acceptant cette nouvelle union. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait été réparé, tout avait été pardonné. Le contrat de servitude avait été consumé dans les flammes de l'écurie, et sur ses cendres, un nouveau pacte était né, scellé non par l'encre, mais par un amour forgé dans l'humiliation et la rédemption. Si leur histoire a su toucher votre cœur, si la puissance de ce pardon vous a ému, alors partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus transporté. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour continuer à vivre avec nous des récits où les cœurs les plus fiers apprennent enfin à s'abandonner. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.